Middlemarch, de George Eliot, n'est pas un héros unique. Il a un réseau. Des rues, des salons, un hôpital, des bureaux de vote. On comprend vite que l'intrigue, ce n'est pas ce qui arrive, c'est comment tout se tient. Et là on est pris. Le moindre choix intime déclenche des ondes dans tout le bassin de vie. Le point de départ a deux portes. Par la première, Dorothea Brooke, jeune femme ardente, rêve de servir le vrai et le bien. Elle épouse Casaubon, érudit desséché, croyant trouver un maître. Elle trouve un tombeau vivant. Par la seconde, Tertus Lydgate, médecin novateur, débarque avec des idées modernes et une ambition propre. Il tombe amoureux de Rosamond Vinci. Charme délicat et volonté de soi. Autour d'eux gravitent Will Lanceau, Fred Vinci, Mary Gartz et le banquier Bulstrode. Élection, réforme, dette, mariage, la ville joue sa partie et resserre ses mailles. Les enjeux s'installent avec une clarté redoutable. Qu'est-ce qu'un bon mariage quand on confond l'idéal et fantasme? Comment l'ambition se casse sur la pression sociale et l'argent? Eliot observe la charité, la politique locale, la médecine, les commérages. Elle interroge surtout le prix de la vocation. Dorothea veut agir grand. Le roman lui répond. Et si la grandeur passait par des gestes minuscules, par une influence discrète, par un courage sans audience? Lydgate veut révolutionner l'hôpital. La ville lui oppose la respectabilité, les créanciers. Une épouse qui rêve de vitrine plus que de microscope. La grande force du livre, c'est sa voix. Eliot, meneuse de jeu, ironique ou compatissante, pratique l'orchestration fine. Un chapitre chez les Garth éclaire une scène chez les Vinci. Une remarque sur une robe prépare un désastre financier. La technique du style indirect, libre, met le lecteur dans les têtes sans les juger trop vite. On rit parfois, on serre les dents souvent. Et quand le masque tombe, Casaubon jaloux jusqu'à l'absurde, Bulstrode rattrapé par une faute ancienne, la narration ne crie pas victoire. On écoute la gêne, la honte, la possibilité du pardon. On pourrait reprocher à ce livre le rythme qui se ralentit à dessein dans les couloirs municipaux. Certains sermons narratifs sentent la leçon. Casaubon, figure de l'érudit stérile, peut paraître appuyé. Rosamond agacera par sa légèreté tragique. Mais ses réserves dessinent aussi le propos. Ici, l'héroïsme se perd dans la paperasse. La vertu se froisse au contact des habitudes, et l'on mesure la grandeur morale n'est pas spectaculaire, elle est patiente. On pense à Balzac pour la topographie sociale, et à Tolstoï pour l'ampleur des villes parallèles. Mais Eliot ajoute une science des liens. C'est la sociologue poète avant l'heure. Et le livre nous parle aujourd'hui sans forcer. On reconnaît nos débats de réforme, nos hôpitaux en tension, nos couples pris entre carrière et standing. On voit nos réseaux où la rumeur fait et défait des réputations. Middlemarch montre comment une communauté se construit et se sabote, comment elle sauve aussi parfois, par de petites fidélités. On revient au livre, au destin qui s'infléchissent. Dorothea découvre qu'aimer, c'est aider l'autre à devenir lui-même, pas l'attacher à son projet. Lydgate comprend, tard, qu'un choix conjugal est une politique de la vie quotidienne. Bulstrode affronte son passé. Fred apprend la dignité au travail. Rien de grandiloquent. Beaucoup de pas de côté. À la fin, Eliot n'offre ni triomphe ni damnation absolue. Elle offre des vies plausibles, justes, où un geste de bonté reconfigure le plan de la ville. Middlemarch nous glisse une vérité à l'oreille. Ce sont les vies inaperçues qui tiennent le monde, pas les grands hommes. Les bonnes influences, une lampe allumée dans un couloir, un non dit au bon moment. Comme dans la vie, on oublie vite ses gestes. Eliot, elle, nous force à les compter. Et voilà le miracle. On ferme le livre en regardant nos petites décisions comme de grandes expériences, mais cette fois, tenables. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.